vous trouverez que c'est beaucoup plus difficile de faire un sentiment d'appartenance à une entreprise quand la personne ne se sent pas déjà hyper à l'aise dans sa propre équipe. Et donc, c'est là où, justement, on a cette idée un peu d'organigramme avec un peu un arbre avec les feuilles, puis les branches, puis le tronc. Ce que vous voulez, c'est que tout le monde adhère au tronc, mais pour ce faire, il faut passer par les branches, qui sont les équipes, et par les feuilles, qui sont les individus. Et donc, voilà, c'est un peu la ramification dont vous avez besoin. Avoir des moments de doute, c'est normal, et c'est même plutôt sain. Ça veut dire que vous êtes sur le point de repousser des limites. Quand Pierre et moi sommes passés de développeurs à managers, on s'est posé beaucoup de questions. Et c'est sur cette base que nous avons créé Tech Ronins, pour échanger sur nos problématiques quotidiennes et devenir de meilleurs leaders petit à petit. Toutes les 2 semaines, on vous propose du contenu sur le leadership technologique, sous forme de conversations, de débats ou d'interviews. Le contrat est simple, on vous emmène avec nous dans nos questionnements et on avance tous ensemble. D'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin avec nous, que ce soit sur une problématique de leadership, de management ou encore d'organisation, Pierre et moi proposons désormais de l'accompagnement personnalisé pour vous, vos équipes, vos leaders ou même pourquoi pas votre start-up. Si vous souhaitez emprunter nos cerveaux pour avancer plus vite, rendez-vous sur tech-ronins.fr pour convenir d'un premier échange. Je vous laisse maintenant avec votre épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un épisode de duo à l'ancienne, j'ai envie de dire. Ça faisait longtemps. Ça faisait fort longtemps. Et un épisode un peu spécial. On a envie d'essayer un nouveau format. Je gâtouille déjà. On voulait essayer un nouveau format de revue de lecture. On va essayer de rendre ça un peu plus sympa. Mais aujourd'hui, on va parler d'un livre dont je parle à peu près à tous les épisodes, je pense, depuis que je l'ai lu, qui s'appelle Team of Teams, qui a été écrit par le général Stanley McChrystal et David Silverman, Tatum Collins et Chris Fussell. Bref, en gros, un bouquin qui parle de l'armée, mais pas que, comme toujours, c'est c'est très adapté pour que ce soit utilisé en entreprise. Et donc le sous-titre du livre, c'est les règles d'engagement dans un monde complexe. En gros, ça parle d'adaptabilité et d'efficacité dans des systèmes modernes dits complexes, et on va élaborer sur ce qu'ils entendent par ça. Mais avant qu'on se lance là-dedans, Pierre, bonjour, comment ça va ? Ça va très bien, merci Julien. Quoi de neuf en ce moment? Pas grand-chose, il fait un petit peu gris, mais les beaux jours reviennent. Je me suis mis un petit peu à faire pas de la botanique, mais agrémenter le jardin en prévision des beaux jours. Donc ça fait du bien de ressortir un peu avec des bonnes températures. Et toi? Oui, écoute, moi ça va. Toujours beaucoup de travail, mais comme tu dis, moi c'est pareil à Lisbonne, on a eu une petite vague de chaleur du Sahara là, avec tout le sable et tout, ça arrive régulièrement, mais du coup on avait 25 degrés le week-end dernier. Franchement, on va pas se plaindre, on commence à ressortir en t-shirt, ça fait plaisir et ça permet de bien couper avec des journées intenses de boulot. Et ouais, tu sors le soir, il fait toujours jour, il fait beau, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, on retrouve un peu d'équilibre dans tout ça. Très bien. Donc, pour revenir au livre, donc le pitch, en gros, c'est un général américain qui nous fait part de ses observations, en fait, quand il découvre le théâtre d'opération irakien. Et en fait, il se rend compte que les choses ont bien changé depuis 39-45. En gros, ce qu'il raconte en intro, c'est que en 39-45 et avant, les choses étaient prévisibles, elles pouvaient être compliquées, mais elles n'étaient pas complexes. Et il fait toujours le distinguo entre compliqué et complexe. En gros, un système qui peut être très compliqué, mais sans être chaotique. Un système chaotique, par définition, est très complexe, difficilement prévisible. Et en plus, dans un système chaotique de type 2, il me semble, même juste essayer d'analyser le système conduit déjà à assez de modifications dans le système pour que ça recrée encore un peu plus de chaos. On pense notamment à la bourse, par exemple. Quand on essaie d'analyser un peu le marché, de trouver des patterns et qu'on acte sur ces analyses, les autres acteurs vont réagir par rapport à ça, même si ils savent pas qu'ils réagissent à une analyse, mais ils réagissent assez pour que en fait l'analyse devienne caduque en fait très rapidement. Donc voilà. Donc, bref, compliqué et complexe.
En gros, ce qu'il raconte, c'est que dans l'armée, parce que c'est sa spécialité, avant, quand il y avait une colonne de blindés, on connaissait sa vitesse, on pouvait déduire quand elle partait d'un point A, quand elle arriverait à un point B. Et donc, parfois, c'était donc des prédictions qui étaient parfois compliquées à faire, mais du coup, en mettant en place des solutions compliquées, on pouvait acter sur le terrain. Donc l'armée, depuis des centaines, des milliers d'années, est devenue extrêmement forte à trouver des situations compliquées, à des problèmes compliqués. Donc d'où hiérarchie, distribution des tâches, etc. Et donc en fait, il fait le constat que dans la guerre moderne, c'est très différent. Notamment en Irak, mais on trouve aussi maintenant dans des guerres entre pays. Les choses sont très décentralisées, il y a beaucoup de communication qui se fait de manière extrêmement rapide, et donc le système en gros devient chaotique et les problèmes deviennent complexes, parce que justement on peut beaucoup moins prévoir, et les deux belligérants peuvent très rapidement réagir en fonction de ce qui se passe, parce qu'on a une bonne visibilité du terrain aussi, hein. On a beaucoup de métriques, beaucoup de data qui viennent dans tous les sens, et donc ils se sont rendus compte que mettre en place des systèmes, des solutions compliquées à des problèmes complexes, ça ne fonctionnait pas du tout. Parce que on en parle souvent quand on parle d'agilité, finalement, que aujourd'hui le marché il avance, quand on veut aller choper un nouveau marché ou quoi que ce soit, si on met 6 mois à coder une solution, le marché on n'arrivera pas à le capturer, parce que il y aura d'autres choses qui seront passées entre temps, d'autres compétiteurs qui vont peut-être aller un peu plus vite, du coup le marché va réagir en fonction, peut-être va y avoir de nouvelles innovations, etc. Donc il faut se focaliser sur des petites itérations, aller très vite pour essayer de capturer un peu ce qu'on peut maintenant, et puis ensuite continuer à suivre l'évolution. Donc en fait tout le bouquin est basé là-dessus, et plus d'un point de vue organisationnel, et c'est un bouquin que j'ai trouvé vraiment très très intéressant, aussi parce que je l'ai lu en le lisant sous le prisme de l'agilité, mais d'un point de vue organisationnel, que ce soit macro ou micro, c'est très intéressant. En fait, ce qu'on voulait proposer, c'était de sortir quelques citations de ce livre, des citations que j'ai bien aimées, et puis d'ouvrir un peu le débat entre Pierre et moi, essayer de développer là-dessus. On va voir combien de citations on va faire, mais on va essayer de garder l'épisode à une taille convenable. Est-ce que ça te va, Pierre ? C'est parfait. Pour situer un petit peu, pour ceux qui auraient peut-être vu le TEDx du général Stanley McChrystal, il y a une citation que j'aime bien, enfin une citation, c'est ce qu'il dit au tout début du TEDx. Il dit en gros, là où il a vraiment été mis en place, et du coup c'est vraiment la guerre en Irak dont il parle, où il a vraiment il a réalisé à quel point ça avait changé, c'est qu'en fait il expliquait que le 11 septembre 2001, il est monté dans un avion pour faire un exercice de parachutage classique, et en gros il disait on est monté dans l'avion en paix, et quand on a sauté, on a atterri, en fait on était parti en guerre contre l'Irak. Et donc si ça vous parle, c'est que vous avez sûrement vu son TEDx où il aborde de manière très haut niveau ce qu'il explique dans Team of Teams. Excellent, merci pour la petite référence. Avant que j'oublie, c'est un livre qui a été recommandé dans Niptech. Si vous suivez pas Niptech, je vous conseille de jeter un œil à ce podcast. C'est des news tech, startup, inspiration, c'est un peu leur mantra. Toujours très intéressant et toujours d'excellentes recommandations. Sans transition, première citation, elle est un petit peu longue mais elle vaut le coup, je vous promets. La poursuite de l'efficacité, c'est-à-dire obtenir le plus avec le moindre investissement en énergie, en temps ou en argent, était autrefois un objectif louable, mais être efficace dans le monde d'aujourd'hui est moins une question d'optimisation pour un ensemble connu et relativement stable de variables que de réactivité à un environnement constamment en changement. Donc l'adaptabilité et non l'efficacité doit devenir notre compétence centrale. Donc c'est comme ça qu'il introduit en fait le concept quelle est l'industrie maintenant versus avant, pourquoi est-ce que le taylorisme avant ça fonctionnait très bien, pourquoi est-ce que maintenant ça fonctionne moins bien dans la plupart des cas.
À la lecture de la station, j'ai l'impression qu'il décrit, on va dire, la remise en question que se fait tous les ans un développeur JavaScript quand il voit la flopée de nouveaux frameworks qui arrivent. C'est assez ouf parce que c'est exactement ça. Avant qu'on rentre dans le terrorisme, mais ça me fait vraiment penser à ça, ça me saute aux yeux quand tu viens de la station. C'est vraiment exactement la différence que j'ai eue entre ce que j'ai appris à l'école et ce que j'ai appris très rapidement en sortant d'école, c'est qu'en fait, à l'école, on nous apprenait, on va dire comment c'était avant, c'est-à-dire, vous allez être des ingénieurs informaticiens, vous allez aller parce qu'il y a des problèmes complexes que vous allez devoir résoudre, et on va vous apprendre les meilleures façons de les résoudre. Et en réalité, donc voilà, ils misaient sur un certain nombre de technos, un certain nombre de langages qu'on a appris, et en réalité, j'ai découvert, et c'est ce qui a fait que j'ai quand même je trouve bien réussi en début de carrière et t'as eu un peu la même approche. C'est-à-dire que c'est justement quelque chose qu'on nous a pas forcément appris mais qu'on a compris très rapidement, c'est que c'est justement l'adaptabilité et le fait de pouvoir en fait se présenter sur des problèmes larges et amener des solutions qui soient techniques mais pas que. Et c'est justement ce qui est recherché et je trouve que les profils qui font justement exactement ça, qui arrive avec un profil, on va dire, plus généraliste, c'est-à-dire, c'est pas, on peut toujours résoudre des problèmes bien précis et complexes, on peut toujours trouver une solution, on ira faire les recherches qu'il faut pour y arriver, mais en même temps, on a un spectre plus large de solutions qu'on peut amener sur des problèmes qui, eux, sont plus larges que la technique, et je trouve que c'est d'autant plus vrai aujourd'hui que ça ne l'était encore avant. Aujourd'hui, par exemple, on peut être amené, c'est pas juste, on a de la donnée, base de données, hop, problème réglé. Maintenant, si on a de la donnée, comment est-ce qu'on va faire les reports? Est-ce qu'on fait appel à de l'IA? Est-ce qu'on fait appel à d'autres solutions pour résoudre ce problème? Donc d'avoir un large spectre et d'avoir de l'adaptabilité et justement pouvoir proposer plusieurs solutions et non pas qu'une seule, c'est ce qui fait notre force, je trouve. Mm-hmm. Ouais, absolument, on en parlait un peu en long, en large et en travers dans un épisode, l'épisode sur les seniors, mais aussi sur l'épisode qu'on avait fait avec Oumar sur comment arriver dans le top 20% des développeurs. Finalement, c'était un petit peu notre bottom line, si je me rappelle bien, que il faut que tu sois capable de t'adapter et de résoudre des problèmes, de prendre du recul sur quel est le problème et puis aussi quel est le délai et de prendre tout ça en compte, pas juste avoir une approche technico-technique à tout ça, quoi. Et je pense que justement sur le point de l'efficacité, c'est effectivement, l'efficacité reste que c'est, l'adaptabilité aussi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui l'efficacité c'est justement la force d'adaptabilité d'une personne. On le voit, je veux dire les entreprises qui sont quand même assez costauds n'hésitent pas, alors à nouveau je retombe sur la tech, mais n'hésitent pas à changer soit leur langage, soit carrément leur stack technique pour ce qui va être le plus adapté à leurs besoins. Là où par exemple des entreprises qui ont malheureusement, alors je tire pas à boulet non plus, c'est pas de la faute de tout le monde, mais où par exemple il y a des personnes qui ont utilisé un langage pendant 20 ans, 25 ans, vont dire non, nous c'est une stack, si on commence à avoir d'autres langages, ça va être catastrophique. Et c'est justement là où on va arriver, je pense, dans une situation complexe et non pas compliquée, parce que oui, c'est compliqué d'avoir du multistack sur plusieurs langages, plusieurs frameworks ou quoi que ce soit au sein d'une même entité d'entreprise. On est d'accord, c'est compliqué, mais c'est pas complexe. Là où ça devient complexe, c'est quand on se dit non, j'ai un langage qui va tout faire. Et là, on commence à sortir des rustines et à faire un peu un bloubi-boulga de ce qu'on peut avec un langage qui est peut-être, ou même un framework qui est pas du tout adapté, mais qu'on se dit non, il faut que ça reste comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est notre langage et on doit utiliser ce langage. Et à un moment où on commence à faire ça, là, ça va devenir complexe. Alors que s'ouvrir sur d'autres langages ou frameworks qui sont plus adaptés, là, c'est plus compliqué, mais c'est pas plus complexe. Ouais, je suis là-dessus. J'avais l'éternel débat de toute façon, mais j'avais un débat récemment avec quelqu'un. On parlait d'une boîte qui est assez grosse. On était curieux de la stack technique. On regardait un peu les posts et on voyait qu'ils faisaient tout en Node.js TypeScript. Et du coup, la personne n'était pas technique, me posait la question, quoi, me demandait mon avis. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? C'est pas une question de bien ou pas bien. Tu vois, le développeur Scala que je suis serait pas forcément hyper à l'aise. Tout baser une grosse infra sur du Node, ça apporte des solutions, ça vient aussi avec des challenges. Mais encore une fois, peut-être, cette boîte-là, elle a réussi à avoir une grosse croissance, elle arrive à ship super efficacement, elle intègre avec des technos blockchain, et on sait que les bibliothèques qu'on connaît bien, Pierre et moi, Web3.js, etc., c'était les premières librairies qui étaient à peu près matures pour s'intégrer avec la blockchain, etc. C'est un choix qui se défend. Après, ça leur permet d'aller vite et que c'est pas tout cassé.
Donc cette quote, bah, elle me parle beaucoup aussi parce que du coup j'ai lu le bouquin et il est assez extensible là-dessus sur le taylorisme. Donc en gros ce qui raconte, ça m'a vraiment beaucoup ouvert les yeux en fait parce que c'était à l'époque où je commençais à me faire un petit peu l'œil au niveau management, etc. Et le management un peu à la papa, voilà, on t'apprend que tu dois bien, puis même le côté ingénieur finalement, en particulier j'ai fait les mines à la base, c'était quand même pour diriger des mines, genre des vraies mines, et ça transpire pas complètement quand tu fais l'école des mines maintenant, mais je sais pas, moi ça me ramène un petit peu à ça, quoi. On est vraiment des ingénieurs, on est dans l'industrie et tu veux faire des trucs efficaces, quoi. Et du coup, quand tu commences à manager des gens, tu te poses la question, comment est-ce que les gens sont efficaces? Est-ce que c'est vraiment ce qui m'est demandé, que mes développeurs soient le plus efficaces possible? Comment est-ce que je les évalue? Est-ce que je les évalue sur leur efficacité? Comment est-ce qu'on évalue un développeur sur son efficacité? Comment est-ce qu'on évalue l'efficacité d'un développeur ou d'une équipe de développement? Toutes ces questions-là, en fait, sont très intéressantes parce que d'un point de vue tayloriste, du coup, le taylorisme fonctionnait très bien parce qu'on avait plus de temps, les marchés étaient très longs et ils étaient assez constants. On pouvait vendre la Ford T pendant des années et des années. Et donc, on avait bien le temps et puis le travail était très, très précis et changeait pas beaucoup. Donc, on peut aller s'amuser à chercher chaque petit détail, essayer d'optimiser chaque seconde et avoir des résultats composés de nos optimisations, mais aujourd'hui, en particulier dans l'informatique, on peut pas faire ça, quoi. Et donc, cette citation pour moi elle pose la question de l'évaluation de la performance pas seulement pour les développeurs, mais dans l'industrie de. C'est quoi l'industrie? C'est pas l'industrie de la connaissance, mais c'est un peu comme ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle en anglais, dans les services en général, quoi. Le knowledge industry. Alors, je me rappelle plus comment ça s'appelle. En gros, voilà, les boulots où tu dois utiliser ton cerveau et pas tes doigts, quoi. Globalement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bah, ça, à nouveau, ça va reboucler avec ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. Mais à nouveau, est-ce que je reprends encore l'exemple d'un développeur, est-ce que vous évaluez la capacité, enfin la valeur, l'efficacité, on va dire, d'un développeur au nombre de lignes de code qu'il est capable de pondre en une journée, ou est-ce que c'est par rapport à la solution qu'il amène techniquement? Est-ce qu'elle répond aux problèmes? Voilà, c'est une question toute simple. Moi, je penche pour la deuxième option qui est le problème donné, la solution apportée. Et là, on peut parler du facteur temps, c'est-à-dire dans quel temps ça a été donné, en prenant bien sûr en compte la qualité. C'est-à-dire, est-ce que c'est un truc qu'on balance là-dedans? Alors oui, c'est fait en une journée, mais alors ça casse les systèmes de partout. Ou est-ce que c'est fait en 3 jours? Et en plus, ça rentre bien dans les systèmes correctement. C'est, je pense, ça aujourd'hui qui fait l'efficacité. Et c'est pas juste à la tâche donnée. Est-ce que les lignes, les fonctions sont créées rapidement ou pas? Je trouve que ça a moins d'intérêt. Et c'est là où, ça fait reblotte au taylorisme et du coup à tout ce qu'on a suivi avec Ford qui a appliqué ces méthodes-là, mais le principe de la chaîne de production où on avait pour une unité qui arrive en bout de chaîne, il y a des étapes très spécifiques qu'on peut suivre et c'est là où quand on rentre dans des boulots, principalement dans du tertiaire, on peut plus suivre cette logique. On peut l'utiliser jusqu'à certains niveaux, c'est-à-dire on peut calculer effectivement à quel moment ça rentre, à quel moment ça sort. Même Kanban utilise ces principes-là, mais ça se limite à peu près à ça, quoi. Parler d'optimisation locale, comme on en a déjà parlé avant, mais les optimisations locales au sein de Kanban ne servent pas à grand-chose si ça n'améliore pas tout le procédé. Alors qu'à l'inverse, là, bingo dans le taylorisme, on sait que n'importe quelle optimisation locale va effectivement avoir une répercussion sur la chaîne, puisqu'on essaie d'optimiser individuellement chaque poste pour que toute la ligne aille plus rapidement. Donc ouais, c'est vrai que à nouveau, c'est pour ça que le bouquin en parle, mais ce qui était vrai avant ne l'est plus aujourd'hui au niveau de la définition de l'efficacité. On peut même terminer presque ce chapitre sur une deuxième citation qui parle justement de ces dangers-là, qui dit les systèmes complexes sont capricieux et volatiles, présentant une large gamme de résultats possibles. Le type et le nombre pur d'interactions nous empêchent de faire des prédictions précises, c'est la définition d'un système chaotique globalement. Et en conséquence, traiter un écosystème comme s'il s'agissait d'une machine avec des trajectoires prévisibles d'entrée et de sortie est une dangereuse folie. Donc voilà, en fait, il parle beaucoup comme ça d'écosystème, après d'organismes vivants, plutôt que... et du coup, il
il définit le problème comme un écosystème et la solution comme une sorte d'organisme au final. D'où l'idée de Team of Teams. En gros, dans tout le livre, il explique comment créer une organisation qui va être capable, comme ça, d'être adaptable, non pas seulement à l'échelle individuelle, comme on en parlait tout à l'heure, mais aussi à l'échelle de groupe. Non, tout à fait d'accord. Bah, c'est c'est exactement ce qu'on vient de dire. Enfin, c'est voilà. Si on prend si on prend vraiment à l'individu et pas au groupe, c'est forcé qu'on va rater quelque chose. Je pense de toute façon ça va faire suite avec la prochaine citation. Donc je me permets. La prochaine citation. Donc c'est les équipes SEAL accomplissent des exploits remarquables non simplement à cause des qualifications individuelles de leurs membres, mais parce que ces membres s'unissent en un seul organisme. Et je trouve cette citation extrêmement intéressante parce que justement, c'est ce qui fait la qualité, alors on va dire des équipes d'élite, là on parle des SEALs dans cet exemple-là, mais c'est vrai pour tout, c'est-à-dire que, alors c'est une citation de Baden-Powell, alors il y a d'autres personnes, voilà, je ne sais pas exactement qui l'a dit, mais c'est bête, mais on dit toujours tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et dans l'idée d'avoir un groupe efficace, on veut aller plus loin, mais on peut aussi aller plus vite. C'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant avec cette citation, c'est qu'en fait, c'est vrai, on peut avoir une personne dans l'équipe qui va aller plus vite et ça a ses intérêts, mais tant que le reste de l'équipe avance avec. Si on commence à avoir une personne qui va très vite et quelqu'un qui est très long, le groupe va pas arriver ensemble. Et là où c'est intéressant, c'est que on le voit dans l'entraînement des SEALs, un truc tout bête par exemple, c'est que ils essayent de pousser vers la performance individuelle, mais c'est toujours au bénéfice du groupe. C'est-à-dire que même si les Navy SEALs partent en équipe de 40 et qui doivent passer la ligne pour que leur entraînement soit fini, et ben le premier qui passera la ligne devra continuer, je sais pas, un truc tout bête, mais à faire des pompes ou quoi que ce soit, tant que le dernier sera pas arrivé. Et qu'est-ce que ça pousse intrinsèquement à faire le premier ? Bah, c'est du coup à rester avec le groupe, à justement peut-être porter ou délester un petit peu celui qui sera un peu plus lent pour justement faire avancer tout le groupe ensemble, plutôt que d'en avoir qui se démarquent en étant premier et d'autres qui sont à la traîne, puisque de toute façon, il n'y aura pas de traitement de faveur. Il faut que toute l'équipe, tout le groupe arrive à passer. C'est intéressant justement, donc ça fait partie de l'entraînement des Navy SEALs au début, donc je crois que c'est un truc comme genre 27 semaines et tout ça, ou un truc comme ça, à part je crois les premières semaines où il y a énormément de personnes qui abandonnent, mais ensuite le groupe va rester ensemble tout le temps, et c'est assez fou de se dire, ils vont même marcher en permanence, rien que pour aller de leur quartier jusqu'au réfectoire, ils vont devoir le faire ensemble constamment, et s'il y a un manquement d'une personne de l'équipe, c'est toujours toute l'équipe qui sera pénalisée pour vraiment leur instaurer, vraiment leur marteler cette idée de groupe. Et donc, c'est ce qui fait que c'est hyper intéressant. Je mets un peu en miroir on va dire le training des Navy SEALs avec l'importance qu'on a rabâché encore, mais de l'onboarding. Donc, quand quelqu'un rejoint votre équipe, rejoint votre entreprise, il y a beaucoup trop d'entreprises qui prennent une personne et l'ajoutent juste en lui disant voilà, on va dire le cahier technique, passe 2 jours si tu veux tout seul, voilà. Mais au-delà de juste apprendre ce qu'il y a dans le poste, c'est important que la personne se sente intégrée dans l'équipe si vraiment vous voulez des équipes performantes, c'est-à-dire des personnes qui vont passer du temps de qualité avec les personnes dans l'équipe pour vraiment avoir ce sentiment d'appartenance, parce que ça va être beaucoup plus simple que quelqu'un ait un sentiment d'appartenance à votre entreprise s'il a déjà un sentiment d'appartenance à son équipe. Vous trouverez que c'est beaucoup plus difficile de faire un sentiment d'appartenance à une entreprise quand la personne ne se sent pas déjà hyper à l'aise dans sa propre équipe. Et donc, c'est là où, justement, on a cette idée un peu d'organigramme avec un peu un arbre avec les feuilles, puis les branches, puis le tronc. Ce que vous voulez, c'est que tout le monde adhère au tronc, mais pour ce faire, il faut passer par les branches, qui sont les équipes, et par les feuilles, qui sont les individus. Et donc, voilà, c'est un peu la ramification dont vous avez besoin. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je pensais de cette citation. Mm-hmm. Il y a une citation follow-up qui dit exactement ce que tu disais, qui est dans un commandement, les connexions qui comptent sont les liens verticaux, mais dans la construction d'une équipe, ce qui compte, c'est la connexion horizontale. Exactement. C'est très important. Je vais pas répéter ce que tu dis, mais ouais, c'est vraiment extrêmement important que le groupe, quand tu racontais le truc des SEALs, ça m'a fait penser à un espèce de truc militaire que j'avais fait moi avec AT. J'ai fait son stage il y a quelques années maintenant. Donc on était justement comme ça, quoi. C'était 3 jours, 4 jours, un truc comme ça. On était je sais plus 5-6 personnes. On dormait
Pour certains dans la même chambre, mais on était tous voilà, à l'étage, dans la même maison. La nuit, en plus, tout le monde, tout le personnel, donc AT et puis les autres, ils avaient une maison, un Airbnb ailleurs. Donc on était vraiment le soir, vraiment que nous, tous ensemble. On mangeait ensemble, on a tout fait ensemble pendant 5 jours donc, pour créer cet esprit de corps. Et je me rappelle que le premier jour, le tout premier jour, ils ont dit allez hop, tenue de sport, on va faire des footings sur la plage et tout. On a fait des allers-retours dans le sable, enfin, des trucs débiles. Et moi à l'époque j'étais en super condition physique parce que je m'entraînais pour le half-marathon des sables. Ouais. C'était vraiment juste avant, donc j'étais top notch. Et puis mes camarades, évidemment, la plupart étaient en moins bonne forme physique que moi parce que j'étais au top de mon entraînement. Et du coup, pour moi, j'étais pas trop dans la souffrance, tu vois. Bon, j'allais, tu cours dans le sable, moi je faisais ça tout le temps à l'époque. Et en fait, à chaque fois j'arrivais premier. Et en fait, je me faisais engueuler. et il me disait, non, mais on s'en fout que tu arrives premier. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde arrive. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est un truc ensuite que tu développes pendant tout le reste du truc, à travers différents exercices, à prendre différentes formes. Mais tu te rends compte à la fin que dans les exercices collectifs, ton attitude change et le résultat change beaucoup. Où finalement tu es plus dans une attitude de si tu es à l'aise, justement comme tu dis, tu vas aider à apporter un truc, tu vas avoir un peu moins de charge mentale, donc tu peux garder un œil sur la carte, tu peux faire la navigation, faire la communication, et en fait chacun va au fur et à mesure, on va un peu trouver quelles sont les caractéristiques techniques, quels sont les points forts, les points faibles de chacun, on commence à se connaître et on n'a même plus besoin de se poser la question ou de discuter de non mais excuse-moi, je pense que peut-être je devrais faire ça parce que machin, on le sait. Donc voilà, on avance, on prend les décisions, on se répartit les tâches même sans vraiment discuter. Et même juste en 4 jours comme ça, ces gars-là, c'est devenu des potes. Quoi. Maintenant, on a un groupe WhatsApp, on se raconte des conneries tout le temps. Quoi. Donc ouais, et dans une entreprise, je vois, on en parlait. Je sais plus si j'en parlais avec justement le commando marine que j'ai interviewé ou si c'était une interview qu'on a fait ensemble, je me rappelle plus. Mais on disait que quand on a un peu chié ensemble dans une équipe, c'est ça resserre un peu les liens quoi. Même si évidemment dans l'idéal t'es pas obligé d'être en souffrance au travail, c'est quand même pas top, mais voilà, il y a des moments où c'est un peu plus chaud et puis il faut avancer, et en général si c'est bien managé, s'il y a déjà une culture avant c'est un prérequis quand même, il faut qu'il y ait une bonne culture avant, mais généralement c'est aussi une occasion de resserrer les liens. Et si derrière on offre une bonne période de cooldown qui permet que les gens prennent confiance, etc., la prochaine fois que le challenge arrivera, ils seront prêts et ils seront encore plus efficaces parce qu'ils auront appris à travailler ensemble. Et en fait, c'est pour ça qu'ensuite rajouter des gens dans ces équipes-là, c'est un peu plus compliqué. Il faut y aller doucement parce que ça peut très vite changer tout le momentum de l'équipe. Ouais, non, complètement. Et puis là, à nouveau, sur la station, l'intérêt aussi, c'est comme les gens se connaissent bien, parce que c'est l'idée aussi, c'est-à-dire qu'on veut pas avoir juste des copies conformes de chaque personne. On sait très bien que chaque personne est différente et justement amène ses forces et ses faiblesses. Et le but, c'est justement d'avoir un groupe où tout s'équilibre et justement ils se tirent tous vers le haut, c'est-à-dire que si on sait qu'il y a quelqu'un qui est meilleur pour faire quelque chose, on va naturellement essayer de compter sur lui, et à l'inverse, la personne qui aura délégué sur cette personne-là va pouvoir se reposer sur cette personne-là la prochaine fois. Donc, c'est tout l'intérêt de bien connaître les gens avec qui on travaille, non seulement d'un point de vue efficacité, on en revient, mais aussi d'un point de vue confiance. C'est quelque chose que par exemple, voilà, quand j'étais engineering manager, je mettais un point d'honneur à toujours dire, c'est-à-dire, je dis toujours, l'unité indivisible la plus petite qu'on doit avoir au sein de l'entreprise, c'est les équipes, c'est pas les individus. Et je disais toujours, à chaque fois, ça arrivait quelques fois où j'ai eu des personnes dans les équipes qui étaient assez véhémentes en disant oui, mais machin, et tout ça. Je dis écoute, très bien, vous êtes une équipe, réglez-le. Si vous avez besoin d'aide, demandez-moi et je viendrai faciliter pour qu'il y ait une discussion. Si vous sentez que la discussion est difficile ou si vous sentez qu'il y a des non-dits ou des choses comme ça, je dis moi, à la fin de la journée, ce qui compte, c'est ce que vous faites en tant qu'équipe. Je dis individuellement, est-ce que tu pourrais le faire? Il me dit non. Je dis donc voilà, je dis il faut que tu puisses compter sur eux. Et je dis si ça se passe mal, il faut que ça s'améliore. Mais je dis tu ne peux pas te passer de cette personne-là, tu peux pas te passer de ton équipe, donc faut vous avancer comme une équipe. Et ça, tu peux pas passer autrement. Et à chaque fois, j'ai toujours eu du mal à quand même, les performances individuelles au-delà de l'équipe. Comment expliquer ? Quand j'ai toujours eu du mal à trouver comment mettre en valeur les gens sur un point de vue individuel
au-delà de leur contribution à l'équipe, puisque je trouvais que la performance individuelle pour la performance individuelle n'amenait pas forcément grand-chose. Évidemment, si c'est quelqu'un qui prend un projet qui peut faire tout seul et qui amène énormément de valeur, là, c'est évident que c'est facile à dire oui, mais indépendamment de leur contribution au sein de l'équipe, je trouvais ça difficile de pouvoir amener des points en disant oui, bah, cette personne-là, en dehors de l'équipe, où est-ce qu'elle brille? Si c'était pas quelqu'un qui prenait un projet à bras-le-corps individuellement, bah, difficile à trouver. Donc c'est là où j'ai toujours trouvé important de dire qu'une équipe, c'était vraiment l'unité indivisible la plus petite sur laquelle on puisse se baser, puisque c'est elle qui va permettre de vraiment faire des changements au sein des organisations. Ouais. 100%, j'ai acquiescé pendant 5 minutes. Ça me fait penser à une autre citation de AT que je trouvais très juste. On parlait justement de ça, dans un groupe, il y en a toujours des plus rapides, des plus lents, en fonction de leur rôle aussi, quoi. Si t'as le nez tout le temps sur la carte, peut-être tu vas être un peu plus lent que les autres, mais parce que tu fais quelque chose d'autre. Et il a dit un truc qui a beaucoup résonné en moi, il disait dans une flottille, donc dans un groupe de bateaux, pour utiliser un terme très militaire, dans un groupe de bateaux, le plus lent, enfin dans une flottille militaire, en gros, le plus lent, c'est le navire ravitailleur. Parce que la plupart de ces bateaux, ils tournent au pétrole, et puis en fait, pour qu'ils restent longtemps en mer, il faut qu'il y en ait un qui scoltine le pétrole des autres, quoi. Et donc le plus lent, c'est le bateau ravitailleur, c'est celui qu'on attend tout le temps. À ton avis, qui se plaint qu'on est tout le temps en train d'attendre le ravitailleur? Personne. Oui. Ils savent que sans lui, ils sont cuits. Donc c'est pas grave, peut-être le plus lent, tu contribues au groupe, quoi. Il y a forcément toujours un plus lent. Ah non, c'est une bonne analogie. C'est un bon truc parfois, c'est pour quand ça arrive toujours, quand tu développes un projet, en fonction de ton rôle, tu fais des trucs qui sont plus ou moins compliqués, qui prennent plus ou moins de temps. On est toujours en train d'attendre, pas toujours la même personne, mais on est toujours en train d'attendre quelqu'un, quoi, parce qu'il y a les dépendances, etc. Et du coup, quand j'ai quelqu'un qui me dit je suis désolé, c'est toujours moi qu'on attend. Si c'est effectivement toujours lui qu'on attend et qu'il y a une mauvaise raison à ça, on essaie de régler le problème. Mais en général, c'est pas un problème. C'est une bonne analogie pour s'enlever un petit peu si vous l'avez chez vous. La culpabilité. La culpabilité, oui, c'est ça. Oh là là, et Jean-Claude Van Damme en puissance. Sans transition, nouvelle citation qui est toujours un petit peu dans les mêmes trucs, j'ai l'impression, mais la confiance et le but sont inefficaces. Apprendre à connaître vos collègues intimement et acquérir une vue d'ensemble du système sont de grands puits de temps. Le partage des responsabilités génère de la redondance, mais cette superposition et cette redondance, ces inefficacités avec des guillemets, sont précisément ce qui confère aux équipes une adaptabilité et une efficacité de haut niveau. Et ça, je trouve que c'est très, très sage. Parce qu'on a tendance à voir ça d'un assez mauvais œil, finalement, même si on revient à ce qui nous intéresse, les équipes de développement, tu vas avoir plusieurs développeurs mobiles, plusieurs développeurs back-end, et puis il va y avoir des overlaps, quoi. Il y a des gens, t'as plusieurs personnes qui connaissent un système en particulier, et je sais pas, heureusement c'est pas un truc que j'ai besoin de défendre au travail, ça me rendrait fou, mais mon CTO a un truc très 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 bon sur ça, où il dit toujours, il est très technique, donc il revient toujours à la technique. Il dit quand t'as un cluster de serveurs, c'est combien le minimum? C'est 1, bon, très bien, mais c'est quand même pas ouf. 2, si t'en as un qui tombe en rade, t'en as déjà plus qu'un. Ça veut dire que tu doubles la charge sur un des. Enfin, ça marche pas. Donc le minimum, c'est quand même 3. On peut quand même s'accorder sur un minimum viable, pas trop mal, quoi. Et les développeurs, c'est pareil, quoi. Si dans une équipe, t'as 2 développeurs back-end, le jour où il y en a un qui est en vacances pour une semaine, l'autre il fait quoi pendant une semaine? Est-ce que tu baisses ta productivité de 50%? Est-ce que tu lui montes sa charge de 100%? Ça fonctionne pas, quoi. Donc la redondance et la familiarité au sein de l'équipe, mais aussi au sein de la connaissance technique, la connaissance des domaines, etc. En fait, tu veux un maximum d'overlap, enfin un maximum. Trouver le bon ratio d'overlap, mais tu veux pas créer des silos entre tes personnes. Et même, je pense, plus haut niveau au sein de l'organisation. Chaque équipe, nous on a des équipes produits à Swissborg surtout, et c'est important qu'elles aient des overlaps
que une équipe, s'il y a besoin de filer un petit coup de main sur un truc ou si quoi que ce soit, c'est bien qu'une autre équipe puisse au moins avoir un peu une idée de comment faire un truc, quoi. Ouais, j'aime aussi la raison. Enfin, pour moi, une équipe doit jamais avoir moins de 3 personnes, et la raison pour laquelle, c'est aussi d'un point de vue décisionnel, puisque si on est tout seul, on peut avoir raison, mais on peut aussi avoir tort. Mais on est tout seul, donc au moins on sait à qui en vouloir. Mais voilà, la décision, elle sera, on va dire, unilatérale, sans aucune autre réflexion de dire c'est moi le boss, c'est moi le chef, c'est ma décision, on part avec. À 2, il y a le risque, évidemment, d'être un pour, un contre. Donc forcément, tout de suite, le débat devient difficile et ça devient intéressant à partir de 3 personnes, puisque là, si une décision doit être prise, il y aura forcément 2 personnes pour, une personne contre, à minima, ou même un vote majoritaire à les 3 personnes d'accord, mais il y aura du coup ce triangle où les décisions pourront être prises avec peut-être une personne, enfin 2 personnes assez opiniâtres, pardon, sur leur approche ou leur solution, et une troisième qui pourra un peu jauger, faire état d'arbitre et dire expliquez-moi vos points de vue, pourquoi l'une ou l'autre serait meilleure, et qui peut un petit peu arbitrer en ce sens de prendre la meilleure décision. Donc c'est important, et il faut. Actuellement au boulot, par exemple, il y a pas mal de problèmes au niveau du silo qui se créent, c'est-à-dire que justement, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets différents, et d'un point de vue technique, on a plusieurs en fait features, des grosses features larges. On parle littéralement de projets à ce niveau-là, je pense, différents. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on assigne quasiment un développeur par projet, et on se retrouve assez rapidement en problème. C'est-à-dire que là, on a par exemple un collègue qui est parti en vacances pendant 3 semaines. Il y a eu littéralement un knowledge gap, donc on a manqué de la connaissance sur ce sur quoi il avait travaillé sur le dernier mois et ce sur quoi il est en train de travailler. Donc il y a clairement des choses où là, c'était littéralement la fin de semaine dernière, on s'est dit, mais ça, il est dessus, oui. Mais qu'est-ce qu'il a prévu de faire ? On ne sait pas, parce que justement, on n'a pas cette redondance d'informations. Et malheureusement, dans les moments où ça crunch à un max et qu'on ne peut pas se permettre même je ne parle même pas d'avoir une deuxième personne qui travaille avec lui, mais juste d'être au courant de ce qu'il est en train de faire, et même ça, on n'arrive pas à avoir ce niveau d'information, et ça peut coûter cher à l'entreprise, dans le sens là où, par exemple, parce qu'il revient que dans 2 semaines, on va avancer un petit peu sur ce module-là, mais potentiellement, on est en train de faire quelque chose qu'il a déjà fait, ou du moins qu'il avait déjà un plan pour faire. Donc, même si nous, ça nous débloque dans notre situation, lui, en revenant, peut-être qu'on aura changé la manière dont il avait prévu son implémentation, et du coup, lui, ça va lui refaire du travail supplémentaire. Donc, l'un comme l'autre, on est perdant, gagnant, non, parce qu'on fait du travail que l'autre avait peut-être déjà fait ou avait prévu de faire, et l'autre, c'est perdant aussi, puisque s'il avait déjà prévu de le faire et qu'on change son approche, ça va faire du travail supplémentaire pour accommoder au changement que nous, on est en train de faire. Donc, la redondance est importante. Et ouais, c'est très important d'avoir du coup cette multiplication. À nouveau, pas trop non plus, c'est le seul ce que je vais dire, parce que quand il y en a trop, ça complique. Un des exemples qui était donné aussi dans le livre, c'est le fait que, par exemple, le fait d'avoir plus de transparence, qui était quelque chose qu'incitait à faire le général, ça a amené à un effet assez pervers, qui était qu'en fait, des décisions qui étaient prises en amont sans l'aval de certaines personnes, et certaines personnes dont on ne demandait pas l'avis avant, commençaient à avoir leur avis qui était demandé à cause des systèmes aujourd'hui qui permettent d'avoir de l'information qui va très vite et qui est relayée à tout le monde. Là où avant, par exemple, je vais dire une bêtise, mais on avait des documents qui étaient envoyés par courrier, et donc il y avait que, 3 copies des documents qui avaient été faits, 3 personnes qui les recevaient, et ces 3 personnes qui donnaient oui, oui, oui. Maintenant, ce document-là, on peut le partager à 3, à 10, à 20 personnes, et ça fera d'autant plus de personnes qui vont venir dans la discussion pour dire oui, mais non, mais alors qu'avant, on se serait passé de leur consentement pour obtenir l'aval. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir ça. Il y a un des principes qui est mis en avant par le général McChrystal, qui est le eyes on, hands off, que je trouve intéressant. C'est-à-dire que l'information vient à lui, mais il ne rentre pas dedans tant qu'il considère que le niveau d'information qui est donné est suffisant. Par contre, s'il sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a un niveau d'information qui n'est pas suffisamment transmis à lui, alors il va venir en disant « Qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas de nouvelles. Expliquez-moi l'avancement, on en est. » Et je trouve que c'est une bonne approche que malheureusement, encore aujourd'hui, dans beaucoup d'organisations, on n'a pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une personne à un niveau plus 1, plus 1. Ça s'entend, plus 2 ou peut-être même plus 3, qui va dire non, moi, il faut que je valide
toutes les décisions et du coup qui va retarder comme pas possible l'avancement d'une organisation. Donc c'est faire confiance à nouveau, c'est ce qui est dit là-dedans, c'est très important puisque ça va permettre d'avancer et à nouveau avoir un but commun, ça va permettre à tout le monde, même plus bas dans l'organisation, de savoir que la décision prise est bonne tant qu'elle est dans l'avant, enfin pour le greater good, pour le bien commun envers ce but. Donc je crois que c'est ce qui est référent en tant que empowered execution, l'exécution avec du pouvoir, je ne sais pas trop comment le traduire, mais qu'en gros, tant que la décision est pour le bénéfice immédiat de l'équipe, c'est du plus, donc la décision est par défaut un oui, sauf si plus tard on nous dit que non, mais ce qui permet de court-circuiter et d'accélérer la prise de décision, tant qu'on sait que c'est un net positif pour l'équipe. Ce que je trouve excellent avec tous ces principes-là, quand ils sont bien mis en place et que ça fonctionne, quand tu as assez de redondance, quand il y a la prise de décision, etc., et que la data est quand même partagée, c'est qu'en plus, quelque part, presque, ça interdit le micromanagement, quoi. Ça rend le micromanagement un peu impossible par design, parce qu'il y a trop de décisions à prendre. Enfin, en fait, tu te rends compte de toutes les décisions qui sont prises, et au bout d'un moment, tu peux plus humainement collecter toutes les informations, les cruncher, donner ton avis, l'expliquer, etc. En revanche, ça demande vraiment moi je reviens toujours à la mission, ça demande vraiment d'être très clair et de bien travailler sur ça. Et en fait, c'est là que ton rôle en tant que leader, c'est plus de dire tu fais ci, tu fais ça, c'est de bien décrire la mission, la vision, la stratégie, pourquoi pas. Et plus tu vas être clair et plus toutes ces décisions, elles vont aller dans cette direction-là. Et finalement, c'est ça que tu veux valider en tant que leader ou que manager ou quoi que ce soit. Moi, je me rends compte maintenant quand en ce moment on a beaucoup de boulot dans mes équipes. Vraiment, quand j'ai 10 plus personnes qui travaillent sur un même sujet à très haute vélocité, je vais dire, le nombre de décisions qui sont prises par jour, il est phénoménal, quoi. Et heureusement que je dois pas signer un truc à chaque fois qu'il y a une décision qui est prise par quelqu'un de mon équipe, quoi. Et quand ils sont pas sûrs, ils demandent. Mais bon, voilà, ils sont assez nombreux pour réussir à prendre des décisions qui sont même excellentes, et même d'être créatif là-dedans. Et ensuite, dès qu'il y a une question, et moi mon boulot aujourd'hui, c'est de lire Slack en permanence toute la journée, d'être sûr que tout va dans le bon sens et qu'il n'y a pas des trucs qui dérivent complètement. Parfois il y a des trucs un petit peu cancéreux, ça part, ça se multiplie dans un sens, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu dis, oh là là les gars, ça va pas du tout, ça on coupe, hop, on se remet dans le chemin. Mais finalement, quand ça marche, c'est impressionnant. J'ai vraiment l'impression de voir une fourmilière. Tu peux pas garder ton œil sur une fourmi en particulier. Ça grouille dans tous les sens, mais qu'est-ce que ça évite. C'est aussi, je pense, le risque, du coup, du micromanagement, mais parce que justement, l'idée d'encourager, d'être plus transparent sur ce qui est en train de se passer, tout ça, c'est là où je pense que c'est un bon indicateur des bons leaders et des leaders qui sont peut-être moins bons ou qui manqueraient à être entraînés là-dessus. C'est justement le fait que quand il y a, on va dire, l'organisation qui demande d'être le plus transparent possible et que quand vous le faites, vous êtes quasiment repris à chaque fois sur des petites questions, des choses comme ça. C'est justement là où il faut se poser la question, est-ce que la personne est un bon leader ou pas? Puisque justement, l'idée du eyes on, hands off, c'est de dire, je vois passer l'information, je suis au courant, mais j'ai pas besoin nécessairement de m'impliquer. Et justement, si vous avez un leader qui a tendance à s'impliquer systématiquement, ça dénote de deux choses, de mon point de vue en tout cas. C'est soit quelqu'un qui n'a pas confiance dans ses équipes, et qui a constamment besoin de se rassurer que les bonnes décisions sont prises et de constamment questionner. Donc, il y a premièrement un manque de confiance. Donc, on en revient à nouveau au fait qu'il faut vraiment insister sur créer de la confiance. Ou alors, le deuxième, c'est une personne qui, justement, contrôle trop le micromanagement et qui a la sensation d'avoir besoin d'être dans toutes les décisions. Et là, c'est pas sur la confiance générale qu'il faut travailler, mais c'est plus sur cette personne-là, de lui apprendre à déléguer et je vais dire, dans une certaine mesure, à faire confiance. Ça revient un peu... C'est toujours la confiance. La confiance en soi aussi, tu vois. Parfois, ça dénote de ça aussi.
Ok, on va terminer avec une ou deux citations sur le rôle du leader pour continuer dans cette direction. Il y a une citation que j'aime beaucoup: le rôle du leader senior, du leader en général, je dirais, n'était plus celui d'un marionnettiste contrôlant, mais plutôt celui d'un artisan empathique de la culture. Alors, il parle du jardinier en général. Et voilà, ça résume bien ce qu'on disait finalement. T'es moins dans le marionnettisme et dans le micromanagement, mais plus dans la culture. Et finalement, les choses se font pas toutes seules, mais ça avance. Il y a une autre citation qui parle exactement de jardinage. Des années plus tard, en tant que commandant de la task force, dans le bouquin, il explique comment il a mis en place cette task force qui fonctionnait un peu différemment. Donc là, il a un petit peu cassé les lignes hiérarchiques très rigides de l'armée américaine, juste dans un tout petit écosystème. Il a continué à jouer un peu avec ça, avec un système très contrôlé, une expérience très contrôlée. Et à mesure, ça a grandi. Et au final, maintenant, c'est un système qui a été très, très adapté un peu partout. Donc la task force, j'ai commencé à voir le leadership efficace dans ce nouvel environnement comme plus proche du jardinage que du joueur d'échecs. Et ça, je trouve ça très beau, très poétique. J'aime beaucoup la métaphore avec le jardinage et la culture. Enfin, c'est pas pour rien qu'on parle de culture d'entreprise, que ça a trait à quelqu'un qui va cultiver quelque chose. Alors, il faudrait que je retrouve, ça fait des années que je l'ai pas vu, mais il y avait un super dessin qui avait été fait avec vraiment une plante et l'idée de décomposer ce qui faisait une culture. Et donc, la plante étant la personne qu'on espère qui va grandir au sein de cette culture. Donc, avec un champ de fleurs pour le coup, puisque c'est l'idée de l'équipe. Donc dans un champ, le champ étant l'équipe, les fleurs, les individus, et il y avait toutes les attraits. Donc par exemple le terreau fertile, donc c'est-à-dire de la confiance, tout ça. Le soleil, c'était le management qui fait confiance à ses équipes pour prendre les décisions. Il y avait l'eau, donc ça va être tout ce qui va être les comptes, donc tout ce qui va être salaire, le cadre de travail, toutes ces choses-là. Il y avait l'idée de l'engrais qui était la formation continue, toutes ces choses-là. Le pesticide qui m'avait fait beaucoup rire, c'était justement enlever tout ce qui était un peu la toxique culture, donc les mauvais éléments, les retirer quand ils arrivaient. Et je trouve une très bonne métaphore que celle du jardinier et de la culture, puisque c'est exactement on le voit clairement, les entreprises qui réussissent le mieux. Je pense que Steve Jobs voilà, ça date quand même, mais c'est Steve Jobs qui a la meilleure citation qui on va dire, cristallise tout ça. C'est: j'embauche des gens intelligents, non pas pour leur dire quoi faire, mais pour qu'ils le fassent. Enfin, c'est pas. Je sais plus, c'est pour qu'ils me disent quoi faire, ou si c'est pour qu'ils fassent. Pour qu'ils me disent ce qui doit être fait. Oui, c'est ça. Mais c'est dans l'idée que voilà, si vous faites venir, si vous avez des gens et vous leur dites quoi faire, c'est bien, mais ce sera toujours mieux si vous avez des personnes intelligentes qui vont mieux savoir que vous. Et c'est pour ça qu'il faut vous entourer des bonnes personnes. Donc dans l'idée toujours d'amener une culture avec du coup des personnes de qualité. Ouais, attention, on dit pas que c'est facile. Je trouve ça beaucoup plus difficile de créer. Ça prend beaucoup plus de temps, et les timelines au début, en tout cas, les investissements sont vraiment assez longs pour vraiment avoir une équipe à ce niveau-là de maturation. Ça prend beaucoup de temps où les gens vont se chercher, vont apprendre à se connaître, machin. Donc c'est pas forcément c'est pas évident, et ça prend du temps, et ça peut être vu par d'autres managers aussi comme qu'est-ce que tu fais, tu devrais être plus autocratique, et oui, parfois c'est important de montrer, il faut être un peu plus hands-on au début, etc. Mais au bout d'un moment, faut lâcher le truc. C'est un peu comme quand on fait du vélo, je sais pas, au bout d'un moment, tu commences avec des roulettes, ou quand tu apprends à marcher à un enfant, au début tu dois quand même lui tenir la main, c'est normal. Et puis au bout d'un moment, il prend la confiance, il développe des muscles. Voilà quoi, on pourrait faire plein d'analogies comme ça. Ok, on va finir sur la queue de dinosaure dont on parlait en off avant. C'est une analogie qui me plaît beaucoup, et comme beaucoup dans ce livre, mais vous allez vous faire votre avis. Donc je crois que c'est vers la fin du bouquin. Il dit: je disais à mon personnel au sujet de ma queue de dinosaure, avec des guillemets. En gros, il explique le concept. À mesure qu'un leader devient plus expérimenté, sa masse et sa queue deviennent énormes. Mais comme le brontosaure, son cerveau reste modestement petit. Et lorsque les plans changent et que la bête énorme se tourne, sa queue renverse souvent sans réfléchir des personnes et des choses. Le fait que la destruction soit involontaire ne l'améliore en rien. Et ça m'a beaucoup plu, parce que déjà je me suis dit,
Ah, il n'y a pas que moi qui réalise ça, et c'est quelque chose qu'on a tous vu, je pense, dans les organisations. C'est des trucs que j'ai vus partout où j'ai travaillé. Donc c'est intéressant qu'à la fin de la citation, il appuie sur le fait que ce soit involontaire. C'est que parfois, on a tendance aussi à prendre les choses presque un peu personnellement, à se dire, ah non, mais en fait, non, c'est juste qu'on évolue à différents niveaux, on a différents points de vue, différents... Et juste, c'est comme ça, quoi. Et en fait, le plus rapidement on l'accepte de ses supérieurs, mais quand on commence à devenir manager, on doit l'accepter aussi pour nous, que finalement, au bout d'un moment, après quelques années dans le management ou dans une entreprise ou quoi, un jour tu te retournes puis tu dis, ah putain, en fait j'ai une grande queue, puis en fait sûrement elle balaye des trucs derrière moi, mais j'avais pas fait attention. Ça me rappelle encore quand j'étais encore en école d'ingé, mais on avait des cours sur la gestion du changement. Ces cours-là étaient incroyables. Et comme de fait, c'est vrai dans beaucoup de choses, mais le changement, par définition, fait peur. Il y a beaucoup de gens, il y a très peu de gens qui vous diront qu'ils sont heureux de savoir que quelque chose va changer, mais on leur dit pas forcément quoi, ou ils comprennent pas ce que c'est. Il suffit de penser à nos grands-parents avec la technologie. Il suffit de voir aujourd'hui les gens qui ont peur avec l'intelligence artificielle, puisque la plupart du temps, ils comprennent pas forcément les tenants et les aboutissants et concrètement qu'est-ce que ça peut faire. Et donc, du coup, la peur / l'inconnu fait que on sait pas. Et là, dans ce cas-là, c'est le non-savoir ou le fait que justement, on a accumulé du coup un savoir empirique de par ce qui s'est passé avant, mais que les choses peuvent être faites différemment. Et c'est justement ce qu'a fait le général McChrystal quand il a remis au goût du jour comment fonctionnait, alors pas toute l'armée américaine, mais du moins il a amené de l'innovation dans la task force et ça a changé beaucoup de choses. Je crois aussi qu'il y avait, j'avais vu un documentaire qui était extrêmement intéressant, c'était sur une débâcle mais monumentale qu'avait pris l'armée russe sur les conflits, on va dire modernes, quand ils ont dû, donc c'était quand il y avait les révolutions, enfin on va dire / coup d'État en Europe de l'Est dans les années 80, donc avec par exemple la prise de Sarajevo, c'était un exemple, mais le fait qu'ils ont pris débâcle sur débâcle parce qu'en fait leur système était complètement arriéré par rapport au changement. Et à nouveau, c'est-à-dire que ils ont, là c'est pas juste la destruction soit involontaire, pour le coup ça l'était puisqu'ils voulaient gagner, mais ça leur a coûté énormément de pertes militaires parce que justement c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Le Vietnam aussi par exemple pour les Américains est un exemple flagrant, la débâcle qu'ils ont pris parce que ils se sont pas adaptés. On en revient à l'adaptabilité. Ils savaient très bien faire la guerre avec leurs chars sur terrain plat, il y a pas de souci, même sur l'eau, l'air et tout ça, sauf que là ils sont arrivés dans une guérilla avec un ennemi non identifié, ils sont arrivés dans la jungle, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour s'adapter au terrain et ils ont pris une débâcle monumentale. Donc ouais, c'est très vrai, la queue du dinosaure. Très bien, on peut conclure là-dessus. Donc, si vous l'aviez pas compris, on vous encourage à lire ce livre si vous voulez creuser plus. Alors non, là on s'est basé sur des citations un peu plus haut niveau. Moi, j'aime bien prendre des citations qui vont me faire me réveiller des chemins neuronaux que j'aurais pu oublier un peu avant, mais parce que ça reconnecte à tout l'ensemble du livre. Donc là, vous avez un petit peu des triggers, mais le bouquin est très intéressant dans le sens où il explique vraiment, c'est une histoire sur comment est-ce qu'il a monté cette task force. Donc là, en fait, on a partagé un peu plus les constats qu'il y a dans le livre, mais du coup, il explique tout le cheminement, comment est-ce qu'il a fait, et puis voilà, c'est très itératif, vraiment passionnant. Il y a des choses. Il y a des choses assez intéressantes que j'ai commencé à essayer de mettre en place, par exemple, même à un point de vue de toute l'organisation, de toute l'entreprise, qui est par exemple qu'on a tendance à quand il y a un groupe inconnu, donc admettons, je sais pas, une autre équipe, un autre département, on a tendance à les imaginer mentalement comme tous les mêmes, en gros comme une sorte d'armée de clones, un groupe de clones. Et donc ça, c'est pas très efficace d'un point de vue, c'est efficace. C'est pas très bon que notre cerveau fasse ça parce qu'on a tendance à du coup diaboliser un ensemble de groupes ou de populations directement, de façon un peu uniforme. Mais en fait, on peut jouer avec ce biais-là
en créant des échanges entre les groupes. Et en fait, si admettons, il y a deux départements qui travaillent jamais ensemble, ils s'échangent 2 personnes pendant, je sais pas, 1 mois, quitte à prendre un petit coup sur leur productivité. En fait, la personne dans chaque groupe va commencer à être un peu s'associer au groupe, va créer des liens avec ce groupe, va créer de l'empathie avec ce groupe. Et en fait, une fois que l'échange se refait dans l'autre sens et que chaque personne retrouve sa place, et ben du coup les 2 équipes vont associer l'image qu'elles avaient du coup de leurs nouveaux camarades qu'ils aimaient bien avec l'image de toutes les personnes dans ce groupe-là. Et du coup, en créant de l'empathie avec une seule personne, on arrive à créer de l'empathie avec tout un département. Et il y a plein de choses comme ça, plein de petites expérimentations qu'on peut vraiment tout à fait mettre en place dans une entreprise, même pas au niveau de toute l'entreprise, mais juste il y a plein de pépites dans ce livre qui sont passionnantes et qui ont vraiment changé ma vue, qui ont appuyé pas mal des espèces de gut feelings, de sensations et d'idées que j'avais du management, en me disant ça va, il n'y a pas que moi qui ai vu ça, mais aussi ça apporte plein d'idées sur comment est-ce qu'on peut rationaliser ça et mettre ça en place au niveau d'une équipe, d'un département, d'une organisation. Mon livre de chevet. Non, c'est une bonne lecture. Super. Du coup, on va arrêter là pour aujourd'hui. Le prochain épisode, c'est l'épisode 50 déjà. Il va falloir qu'on se creuse la tête pour essayer de te faire un truc... special. Un truc pas trop toc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. S'il y a vraiment une personne, vous vous êtes dit, cette personne-là... j'aimerais trop l'entendre dans le podcast, eh ben c'est le moment, l'épisode 50, passez-nous un message et on vous promet qu'on fera de notre mieux. Et puis même si vous avez des gens même dans vos entreprises ou des connaissances à vous, que quand ils commencent à parler un petit peu, vous êtes scotché, vous apprenez toujours quelque chose, n'hésitez pas à nous faire une introduction, on sera ravis d'essayer de leur tirer les verres du nez pour notre plus grand plaisir. En attendant, Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'internet ? Toujours pareil, donc LinkedIn, n'hésitez pas si vous voulez envoyer des messages pour nous contacter et puis qu'on voit si on peut discuter avec vous sur le podcast, ce sera avec grand plaisir. On a eu quand même, c'est vrai qu'il faut le dire, on a eu quand même énormément de monde qui est venu et j'ai envie de dire vraiment les personnes toutes plus intéressantes les unes que les autres, en plus sur des sujets variés, ce qui était plutôt sympa. Donc LinkedIn pour moi et sinon mon site, donc pierre.ferret-ferrand.fr. Et toi, Julien ? Eh bien pareil, sur LinkedIn, n'hésitez pas à rentrer en contact directement, vous pouvez parler à Techronis directement et puis je vous répondrai, ou alors sur mon LinkedIn perso avec plaisir. Et puis voilà, sur mon site perso, julien.daré.fr, vous aurez tous mes liens. N'oubliez pas mon livre How I Planned My Wedding with Scrum. Comment j'ai organisé mon mariage avec Scrum. Si vous l'avez toujours pas lu, n'hésitez pas à le procurer sur Amazon. On y parle un petit peu de ça aussi, de cohésion d'équipe et de plein de trucs, donc c'est assez, ça fait presque écho à cet épisode. Et puis voilà, et si vous pensez qu'on peut apporter quelque chose à votre équipe, à votre entreprise en ayant un impact plus direct avec directement in-house, j'ai envie de dire, vous allez sur tech-ronins.fr et puis vous prenez un rendez-vous avec nous et puis on voit ce qu'on peut faire avec vous. Et pour N'hésitez pas. N'hésitez pas. On se revoit dans 2 semaines. Salut Pierre. Ouais. Salut Julien.